Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Formula Wrestling. On se retrouve pour le premier numéro de F1 RC Podcast, le podcast Formule 1 de ma chaîne Formula Wrestling, qui est disponible pour la première fois sur Anchor et sur Spotify. Il sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube si vous voyez depuis YouTube. Et eh bien, c'est le premier podcast F1 que je réalise. Alors, j'avais déjà fait un podcast pour du catch sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver à Podcast Catchesque, sur ma chaîne Formula Wrestling sur YouTube, si vous êtes de passage. Et on se retrouve du coup pour ce premier numéro de F1 RC Podcast. Alors, en premier, je vais vous parler un petit peu de la chaîne Formula Wrestling. Il faut savoir que ma chaîne Formula Wrestling fête ses 4 ans a fêté ses 4 ans le 18 avril 2021. Et pour fêter ses 4 ans, j'ai décidé de lancer un podcast spécial Formule 1. Et un podcast qui serait non seulement disponible sur YouTube, mais aussi sur Spotify et sur Encore. Et donc voilà, c'est un grand honneur pour moi que de pouvoir faire un podcast pour vous. Sachant que je suis un grand fan de Formule 1 depuis que je suis tout petit. Bon, j'aime aussi d'autres sports, hein, le football bien évidemment. Si vous allez sur Formula Wrestling, vous verrez que j'ai fait des vidéos sur FIFA. J'ai fait aussi des vidéos sur des jeux de catch. Donc le catch, c'est un sport aussi que j'aime bien. Oui, c'est un sport divertissement. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord, mais voilà, je réserverai ça peut-être pour un prochain podcast catchesque. Et eh bien, là aussi, j'aime bien la Formule 1 et du coup on se retrouve pour un F1 RC podcast. Alors je sais très bien que vous devez vous poser la question pourquoi F1 RC podcast? Eh bien tout simplement F1 RC podcast. J'ai voulu faire un nom de podcast qui soit original en fait. Je voulais un nom de podcast qui soit unique, qui soit réservé à ma chaîne tout simplement. Et j'ai pris le mot race, donc course, j'ai enlevé le A et le E et ça faisait RC. Et donc je me suis dit voilà, je vais faire RC podcast, un podcast du coup dédié au week-end de Formule 1 qui vient de se dérouler sous nos yeux. Donc ces 3 derniers jours, enfin après ce week-end du deuxième week-end de calendrier de Formule 1 2021. Et donc on va se retrouver pour parler du Grand Prix qui vient de se dérouler, du week-end de Grand Prix qui vient de se dérouler, pardon, et eh bien, je vais vous résumer un petit peu comment va se dérouler ma série de podcasts sur F1 RC Podcast. Donc voilà comment ça va se dérouler. Je vais dans un premier temps parler vite fait du circuit, donc voilà les records de l'année précédente ou des années précédentes s'il y en a eu. Ensuite, je vais parler dans un deuxième temps des essais et des qualifs. Puis je parlerai de la course en grande ligne, bien sûr. Ensuite, j'évoquerai les tops et flops selon moi du week-end. Donc, je ferai un classement des tops et des flops. Et puis ensuite, je finirai avec ce qu'il faut retenir du Grand Prix. Je donnerai aussi, bien sûr, mon avis sur ce week-end de course qui a été assez riche en rebondissements, en tout cas en événements, comme on va bien sûr en parler. Et donc, on va revenir sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, ce week-end du Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit d'Imola en Italie. Il faut savoir que ce circuit d'Imola a été bien sûr par le passé le théâtre du Grand Prix de Saint-Marin jusqu'à 2006. Alors je ne sais pas exactement la date précise, mais je crois que c'était dans les années 80 que ça a commencé le Grand Prix de Saint-Marin. Donc dans les années 80 jusqu'à fin 90, jusqu'à fin de 2006, pardon, jusqu'à 2006. Donc 2006 jusqu'à 2006, on a eu le Grand Prix de Saint-Marin. Et puis après 2006, il n'y a plus eu de Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Il n'y a plus eu tout simplement d'événements de Formule 1 à Imola avant 2020. 2020 du coup sous eh bien cette pandémie qui nous touche bien évidemment est revenu au calendrier du championnat du monde de Formule 1 2020. Il faut le savoir que c'est une édition 2020 qui s'est tenue sur 2 jours l'année dernière, donc c'était un événement record. Il n'y avait pas eu d'essais libres 1 et 2, il y avait juste eu les essais libres 3, la qualification et la course. C'est un circuit de 18 virages, long de 4 km 909, qui a eu pour meilleur temps au tour en qualification de Valtteri Bottas, 1 minute 13 secondes et 609 millièmes, enfin 609 millièmes, ouais, 6 dixièmes, donc suivi du meilleur temps en course de Lewis Hamilton en 2020, hein, 1:15 484. Euh, et le vainqueur 2020, c'était bien évidemment Lewis Hamilton. Et on a eu un doublé Mercedes en 2020
premier et deuxième, donc Lewis Hamilton premier et Valtteri Bottas deuxième en 2020. C'est un circuit que j'apprécie énormément, le circuit d'Imola, un circuit très technique, avec plein de virages. Il y a peu de zones de dépassement, donc les dépassements que vous voyez, c'est des dépassements forcés, des dépassements où il faut y aller, faut prendre des risques. Et on l'a vu d'ailleurs dans ce Grand Prix dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, c'est un circuit qui est peu favorable au dépassement. Je me rappelle notamment du célèbre Grand Prix de Saint-Marin 2005 où Fernando Alonso a réussi à tenir tête à Michael Schumacher. Comme il l'a expliqué dans une vidéo YouTube très récemment, il a dit que ce circuit était très peu propice au dépassement, surtout avec les monoplaces de l'année 2005. Et il avait réussi à tenir face à un Michael Schumacher qui était impérial, le pilote espagnol, grâce notamment au fait que la piste était assez étroite et peu propice au dépassement. Il y avait très peu de lignes droites, et il y a très peu de lignes droites. Donc voilà. Mais ça n'a pas empêché des dépassements. Et là, on va passer directement du coup aux essais et qualifs. Et on va parler des essais et de ce qu'il faut en retenir. Alors, ce qu'il faut retenir des essais libres, c'est que bah, déjà, on a eu quelques incidents, notamment l'incident technique qui a touché les écrans on-board des Formule 1. Alors ça a touché aussi F1 TV Pro et pas mal d'autres choses liées aux diffusions de la F1. Donc en essai libre 1, on a eu pas mal de difficultés à voir les essais libres 1, surtout en tout début de séance. Pour ceux qui utilisent F1 TV Pro comme moi par exemple, pour regarder les essais libres, il faut savoir qu'on a eu 10 minutes de retard, enfin 10 minutes où ça n'a pas été diffusé pendant que la séance était pourtant en direct. Et donc ensuite on a eu aussi un petit spin de Mazepin bien évidemment. On a eu un petit incident entre Ocon et Perez dans l'essai libre 1. Bon, on ne l'a pas vu parce que les caméras ne l'ont pas attrapé à ce moment-là. Mais Perez a fini avec une roue crevée et avec Ocon qui a abandonné. Ensuite, en essai libre 2, pas grand chose, c'est à peu près la même chose, puisque à la fin des essais libres 1, on avait vu quand même que Mercedes était devant en essai libre 1 avec Bottas. En essai libre 2, c'est Lewis Hamilton qui fait le travail. On se retrouve juste avec Charles Leclerc qui fonce contre le mur presque à la fin de son tour, dont il s'excusera bien évidemment à son équipe. On a eu une panne moteur pour Verstappen aussi en essai libre 2. Mais voilà, jusqu'à la fin des essais libres 2, en fait, on se dit que c'est à peu près une normalité, presque la normalité de la saison 2020, c'est-à-dire avec les Red Bull qui sont pas loin, avec les Mercedes qui sont devant, et puis voilà, les Ferrari qui n'étaient pas forcément bien. En tout cas, on se dit à la fin de la séance d'essais libre 2 que Mercedes a confirmé en essai libre 3. Et pourtant, même s'il faisait frais, que les écuries ont mis pas mal de temps à sortir leur tour, enfin, à faire leur tour, il se trouve que Verstappen a signé le meilleur temps des essais libres 3, donc il est revenu avec une monoplace qui a été changée, puisque le moteur a eu quelques soucis pour Verstappen en essai libre 2. On a trouvé une étonnante McLaren de Lando Norris, deuxième, et puis Lewis Hamilton était troisième en essai libre 3. Tout s'est plutôt bien passé, à part bien évidemment un nombre de tours qui a été supprimé, un nombre de tours assez incroyable, faut le dire, qui a fait que les commissaires de piste ont annulé quelques tours, ce qui annonce d'ailleurs la couleur pour la suite du week-end, puisque c'est un circuit quand même assez technique, il faut le dire. Ensuite, on va parler de la bonne perf et de la pole, et dans cette rubrique, eh bien, on va parler au tout début des qualifications, puisque avant de souligner la bonne perf, il faut quand même avoir un petit contexte. Les qualifications, du coup, il y a eu un incident avec la monoplace de Tsunoda en Q1. Alors, il faut savoir que Tsunoda était presque en train de finir son tour. Il arrive sur un virage en forme de N. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est, puisque j'arrive pas à me remémorer exactement le numéro du virage. Mais lorsqu'il arrive à ce virage-là, eh bien, il perd le contrôle de sa monoplace et il fonce contre le mur et il détruit complètement l'arrière de sa monoplace, le pilote japonais. Il se rate complètement sur son premier tour de qualification en Q1. Et donc, du coup, il y a eu drapeau rouge et la qualification a donc repris plus tard, environ 10 minutes plus tard, à 12 minutes et 1 seconde. On a une qualification du coup très disputée. On a eu un écart mais vraiment très serré. Il faut savoir qu'entre le premier
et le huitième, il y avait environ 4 dixièmes de seconde. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est la première fois depuis 2012 qu'on avait une qualification aussi proche, on avait des pilotes aussi proches, un nombre de pilotes assez élevé qui était si proche du temps imposé par le poleman. Et donc, eh bien, on a eu aussi pas mal de tours supprimés, hein, faut le souligner, pas mal de tours supprimés parce que, comme je vous ai dit, il y a des sections de la piste où les pilotes ils ne réussissent pas à maintenir correctement leur monoplace et donc ils sont sortis de piste. Ils sont sortis de piste et les commissaires de piste les commissaires du Grand Prix ont décidé donc de supprimer pas mal de tours de certains pilotes. Ensuite, bah, du coup, on va parler de la bonne performance, bien évidemment. Alors, il n'y a pas une seule bonne performance, mais plusieurs bonnes performances. Je tiens à souligner d'ailleurs la pole position du coup de Lewis Hamilton, sa 99e, c'est d'une bonne performance. Celle de Sergio Perez, qui est P2, à 36 millièmes de seconde de Lewis Hamilton, ce qui est très 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 bien pour le pilote mexicain et qui montre qu'il est à la hauteur de Max Verstappen, en tout cas dans ce qui concerne l'exercice des qualifications. Et on a aussi une très bonne performance des Williams P12 et P14. Donc là aussi, hein, les Williams viennent de très loin. Elles sont encore dans le milieu du peloton, mais ça progresse du côté de l'écurie britannique. On va parler du coup de la déception, ou plutôt des déceptions des qualifications, puisqu'il y en a trois. La première, c'est Yuki Tsunoda qui se rate sur son premier tour chrono aux qualifications. C'était un pilote qui était assez attendu, non pas parce que c'est un rookie, mais parce qu'il disposait d'une une monoplace AlphaTauri qui pouvait lui permettre de lutter pour la Q3. Et donc voilà, il s'est raté, il s'élancera du coup de la dernière place du Grand Prix. Donc voilà, là aussi c'est une déception. La deuxième déception, c'est Fernando Alonso qui finit 15e alors que son coéquipier est 9e. Bon, il n'y a pas un énorme écart entre Alonso et Ocon, mais il faut quand même le souligner qu'Alonso part 15e au terme de cette qualification et que c'est une contre-performance du pilote espagnol battu pour la première fois par son coéquipier depuis 2018 ou 2017. Donc voilà, c'est une contre-performance de Fernando Alonso. On n'a pas l'habitude de voir ça chez les pilotes espagnols, mais il faut quand même souligner, malgré cette déception, que le pilote espagnol est encore en train de s'habituer à sa monoplace et que du coup, eh bien, c'est normal de le voir un petit peu être en difficulté. Mais bon, il faut souligner quand même que c'est une déception. Et enfin, la troisième déception de ces qualifications, c'est Valtteri Bottas qui finit 8e en qualification, alors que son coéquipier est en pole position. Donc là aussi, c'est vrai que il y a il y a très peu d'écart entre Hamilton et Bottas, mais voilà, Bottas, on aurait pu être en droit de se demander est-ce que, vu tous les pilotes qui ont réussi à le battre, est-ce que lui aussi n'aurait pas été capable de faire une P2 et de mettre Mercedes confortablement en première ligne. En tout cas, on se retrouve au terme de ces qualifications avec une première ligne intéressante entre Lewis Hamilton, Sergio Perez et Max Verstappen troisième. Donc voilà, c'est la fin de ces qualifications. On va passer du coup à la rubrique course. On va parler de la course en grande ligne. Et donc je vais souligner vite fait les divers événements qui ont secoué ce Grand Prix. Donc faut savoir que il pleuvait avant la course, et donc la course, enfin le circuit plutôt était trempé. Et donc le départ se fait sous la pluie avec pas mal de pilotes qui sont en pneus intermédiaires. On a quand même un ou deux pilotes qui commencent en pneus wet, donc les pneus pluie, notamment Mick Schumacher. Donc c'est un départ sous la pluie et ce qu'on peut noter de ce départ sous la pluie, eh bien c'est qu'il y en a eu une superbe envolée des Red Bull dès le début. On a eu les deux Red Bull, donc celle de Sergio Perez et celle de Max Verstappen, qui ont pris un très très bon envol, qui se sont mis presque à la hauteur de Lewis Hamilton. Je dis bien presque, puisqu'Hamilton continue à être devant. Et au terme du premier virage, Hamilton passe devant, mais Max Verstappen continue à insister. Il est presque au coude à coude avec Hamilton et finit par passer au bout du deuxième virage, je crois. Et il finit par passer sur un dépassement, on va dire, assez agressif quand même, mais propre pour le pilote hollandais qui prend la tête de la course
Et Lewis Hamilton se retrouvera du coup à passer sur les vibreurs et à casser son aileron avant, des dégâts sur l'aileron avant de Lewis Hamilton. Et du coup, le pilote britannique redescend en deuxième place sous enfin, devant le pilote mexicain Sergio Pérez qui, eh bien, à ce moment-là, va finir par perdre sa position. Pourquoi? Parce que bah, déjà qu'on n'y voyait rien au moment du départ. C'est vrai qu'il y avait de l'eau un peu partout sur la piste et du coup, eh bien, la traînée d'eau faisait qu'on ne voyait rien. Il y a eu un safety car dès le tour 2 et donc du coup, eh bien, Sergio Pérez a fini par faire une erreur. Pour revenir à cette safety car du tour 2, il y a eu un incident. Mazepin qui a réussi à l'exploit de toucher Latifi et de le mettre hors course. Donc fini la course pour le pilote Williams. Deuxième course qu'il ne finit pas, le pilote canadien. Dommage pour lui, hein, Nicolas Latifi, qui du coup, eh bien, part, je pense, assez en colère vis-à-vis de Mazepin, puisque c'est Mazepin qui l'a touché et qui l'a mis hors course. Je suis assez étonné vis-à-vis de cet incident que Mazepin n'ait pas eu d'avertissement de la part des commissaires, mais enfin, bon, c'est un fait de course. Je pense que c'est ce qu'a jugé, en tout cas, les commissaires. Mais voilà, à la suite du coup de cette safety car au tour 2, eh bien c'est là que Sergio Pérez fera une erreur qui lui coûtera cher, puisqu'il ira dans le gravier, il perdra deux positions, une face à Charles Leclerc et l'autre face à Lando Norris, qui était juste derrière lui, puisque le pilote Ferrari était devant Lando Norris et les deux luttaient derrière Sergio Pérez. Sergio Pérez qui, après être sorti de piste, reviendra dans la piste, reviendra sur le circuit plutôt, et dépassera à la fois Lando Norris et Charles Leclerc. Je crois que c'était Charles Leclerc. En tout cas, les deux pilotes qui étaient devant lui, qui venaient de le dépasser suite à sa sortie de piste. Et il sera jugé plus tard dans le Grand Prix que Sergio Pérez écopera d'une pénalité. Bref, après cet incident du coup entre Latifi et Mazepin, eh bien, il y a eu safety car pendant quelques tours, reprise de tour 7, et puis vers le tour 28, Max Verstappen décide de rentrer au stand. Donc on a une série de tours où Max Verstappen dit clairement que la pluie s'est arrêtée, mais il dit clairement qu'il y a des endroits secs, mais il y a des endroits aussi assez humides. Du coup, il est très difficile de juger si quand est-ce qu'était le moment opportun pour mettre des pneus tendres et surtout pour mettre des pneus slick, puisque c'est ça la problématique un petit peu de ce Grand Prix à ce moment-là. Et puis, tour 28, rentre au centre de Max Verstappen, il prend le risque, il prend des pneus médium, donc les pneus jaunes, et il repart. Et le pilote Mercedes, Lewis Hamilton, reste un tour de plus, donc il rentre au tour 29 en espérant gagner du temps. Mais, euh, mais voilà, Bottas finit par prendre un tour à la suite de ses arrêts au stand. Et au tour 32, on assiste quand même au tournant au milieu du Grand Prix du coup à quelque chose d'assez inhabituel. Sortie de piste de Lewis Hamilton. Donc Lewis Hamilton se rate complètement, il fonce contre un mur presque. Il s'arrête juste devant le mur, son aileron touche le mur vite fait, mais voilà, rien de grave, rien qui ne l'empêche de rouler. Le pilote britannique qui fera d'ailleurs un mouvement assez controversé, je dirais. Je sais pas, en tout cas, ce n'est pas paru dans aucun site spécialisé sur la F1, mais le pilote britannique a fait marche arrière pour revenir sur la piste. Un mouvement que je considère quand même, personnellement, hein, en tout cas, assez dangereux, puisque revenir sur la piste en marche arrière, c'est clairement quelque chose à ne pas faire. Et je pense que si ça avait été un autre pilote, il aurait été sans doute sanctionné. Je ne veux pas dire que Lewis Hamilton est intouchable, hein, bien évidemment, hein, mais voilà, ça a été un petit peu snobé par les commissaires, mais je pense qu'il y avait matière à dire quelque chose quand même. C'est sûr que c'était pas évident de faire cette entrée, ce retour sur la piste en marche arrière. Donc du coup, retour en piste de Lewis Hamilton, et pendant qu'il rentre en piste, on assiste à une scène incroyable, un accident entre Valtteri Bottas et George Russell. Les deux pilotes se sont ensuite expliqués à la sortie de leur monoplace. Russell est allé voir Bottas, et Bottas lui a clairement fait un doigt d'honneur, tout simplement. Et Russell a essayé ensuite de lui faire une gifle à Bottas. Les deux étaient en colère, et les deux sont sortis en colère, ils se sont lancés des pics.
Et du coup, c'est un accident qui est provoqué par les deux pilotes en fait. Bottas, je sais pas exactement comment, parce que j'ai vu plusieurs fois l'image, je n'arrive pas à déterminer le fautif. Je pense que c'est un fait de course, mais, euh, mais voilà, c'est un accident qui arrive en Formule 1. Je pense que Russell a été un peu trop gourmand et il a voulu dépasser Bottas dès qu'il a pu, puisque voilà, il est avec une voiture moins performante qu'il veut se montrer, George Russell. Et puis on a Valtteri Bottas qui voulait pas se faire dépasser par une Williams. Donc on a Valtteri Bottas qui a laissé un petit peu d'espace. Dès qu'il s'est rendu compte, il a essayé de fermer la porte. Et au moment où il a essayé de fermer la porte, George Russell s'est décalé légèrement. Il a touché sans doute l'herbe. Et puis il est parti en tête à queue. Il a touché Bottas. Et du coup les deux sont partis en tête à queue. Bref, c'est un petit peu la faute des deux, je pense. Et du coup les torts sont partagés. Même si les deux pilotes sont en colère l'un contre l'autre et se rejettent la faute l'un à l'autre euh, à la fin du Grand Prix en tout cas. Et c'est quelque chose quand même qui est à noter. Donc après cet accident, il y a eu drapeau rouge puisqu'il y a eu trop de débris sur la piste. Et on se rend compte quand même qu'il y a deux Williams qui sont out. Du coup, Williams est hors de ce Grand Prix, à défaut, sans que ce soit vraiment de leur faute, hein, sans que ce soit de la faute de l'écurie. Et donc c'est dommage pour l'écurie Williams. À la reprise, il n'y a pas grand chose à rajouter, hein. La reprise, elle a été quand même assez spectaculaire quand même, puisqu'il faut souligner la remontée de Lewis Hamilton qui était 9ème à la reprise. Il a remonté jusqu'à la deuxième place. Quant à Max Verstappen qui était en pole position, qui était premier, en tout cas au moment de l'arrêt de la course, qui a repris du coup après un départ sous safety car, pardon. Euh, eh bien, Verstappen s'éloigne. Et ensuite, on a eu un joli pilotage de Lando Norris. Lando Norris et McLaren qui ont été très audacieux, puisque au moment des arrêts au stand, ils ont décidé de chausser des pneus tendres, les pneus rouges de Pirelli, les pneus tendres qui étaient très performants, mais qui ont ce souci quand même de durée de vie. Et on a vu que au tout début, Lando Norris était assez rapide et il arrivait à maintenir sa position. Il a même dépassé Charles Leclerc au moment du restart. Et il se retrouvait derrière Max Verstappen pendant un petit moment avant de s'écrouler petit à petit face au pilote néerlandais et face à la concurrence. Le pilote britannique qui a quand même couru avec brio, il faut le dire, il a réussi quand même, malgré sa perte de performance de ses pneus, à maintenir une position sur le podium, puisque Lewis Hamilton, qui est revenu comme une fusée, a réussi à dépasser la plupart de ses concurrents qui étaient devant lui, sauf Max Verstappen qui était à une vingtaine de secondes, 22 secondes pour être précis, pardon. Et donc Lewis Hamilton, eh bien, était était avec des pneus médiums, pardon, et Lando Norris n'a pas réussi eh bien, à maintenir Lewis Hamilton derrière lui. Il a été dépassé dans les derniers tours de ce Grand Prix. Lando Norris qui a souffert du coup de ses pneumatiques, mais voilà, il a réussi quand même à maintenir une belle avantage et face à Charles Leclerc et à maintenir sa position pour finir troisième. Ensuite, à souligner aussi pour cette fin de course, c'est que Sergio Pérez, qui a eu une pénalité et qui a fait encore une autre erreur à un moment donné de la course, a fini derrière Fernando Alonso, qui était P11 à ce moment-là, donc Pérez P12. Et du coup, on s'est retrouvé avec un Pérez qui a choke sur Fernando Alonso. Donc Alonso qui a réussi à tenir face à une Red Bull, c'est à souligner, ça c'est très bien pour le pilote espagnol. Une fin de course qui a été animée du coup par la remontée de Lewis Hamilton. Belle perf des Ferrari, c'est à souligner, P4 et P5 pour les deux Ferrari, donc Leclerc 5, 4ème pardon, et Carlos Sainz 5ème, les Ferrari remontent. Et donc, pour finir, eh bien, on a eu une fin de Grand Prix qui a été marquée par la 8ème place de Raikkonen, mais 8ème place qui n'aura pas duré longtemps, puisque le pilote Alfa Romeo sera pénalisé à cause d'un dépassement avant la ligne d'arrivée, avant la ligne de départ, en fait, avant le départ de la deuxième partie de la course. Eh bien, Raikkonen aurait dépassé des pilotes sans pouvoir, eh bien, sans avoir le droit de le faire. Et donc, à cause de cela, eh bien, il a écopé de 30 secondes de pénalité. 30 secondes de pénalité qui correspondent du coup à un arrêt au stand, plus 10 secondes de pénalité. Donc, arrêt au stand de 20 secondes, plus pénalité de 10 secondes. Ce qui fait que le pilote
finlandais Kimi Raikkonen. Il finira donc 13e de ce Grand Prix à la fin, donc dans la soirée du 18 avril. Et donc du coup, eh bien, ça permettra à Fernando Alonso de grappiller un point et à Esteban Ocon de passer 9e et Lance Stroll de passer en 8e position, puisqu'il y a eu un échange aussi entre Pierre Gasly et Lance Stroll, suite à aussi à une pénalité. Et donc on va passer du coup au top et flop de ce Grand Prix, mes tops et flops de ce Grand Prix. Et donc on va commencer avec un top qui pour moi me paraît assez logique, c'est le top de Max Verstappen. Max Verstappen est en top pour moi, le top 1 de ce week-end. Il aura été impérial, Max Verstappen, sur ce week-end, hormis sa petite erreur au moment du restart, lors de la reprise au tour 32, au tour 33, pardon, après l'arrêt au stand de tous les pilotes, puisque voilà, il fallait nettoyer la piste. Au moment de la reprise, il s'était il s'était un petit peu raté, mais bon, il s'est repris et il a maintenu sa position. Donc Verstappen a fait une course solide, et il a fait une qualification assez bonne, il a fini troisième quand même, il faut le souligner que la troisième place c'est quand même quelque chose de bien, même si de la part de Verstappen on pouvait s'espérer à attendre une P2 ou une P1, mais bon, c'est quand même un très bon score. En essai libre il était là. Max Verstappen, du coup, voilà, il a fait un week-end solide malgré son problème mécanique et sa petite erreur. Donc voilà, pour moi, c'est le pilote numéro un pour le top d'aujourd'hui, le top pour moi inconditionnel de ce week-end. Ensuite, en deuxième, j'ai mis Lando Norris, qui est pilote du jour. Qui a été élu pilote du jour du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, en Italie. Lando Norris qui aura fait une course aussi très très solide. C'est vrai que c'est pas évident de commencer sous la pluie. Bon, il était à une bonne position quand même avant la reprise, mais il a chaussé des pneus tendres et il fallait tenir jusqu'à la fin du Grand Prix avec ses pneus tendres et maintenir ses positions. C'était pas évident. Il fallait réussir à gérer l'usure de ses pneus. Il a réussi à le faire avec brio. Il a réussi à finir troisième à quelques secondes de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui remontait sur Lando Norris. Et s'il y aurait eu quelques tours en plus, je crois que Lando Norris aurait même pu perdre sa troisième place. Mais Lando Norris aura fait un très très bon pilotage et c'est tout à fait logique qu'il se soit sorti en tant que pilote du jour, puisque lors du jeu des arrêts au stand, il a réussi à surpasser une des Ferrari qui était devant lui. Et donc voilà, non, je crois que c'était même pas au jeu de l'arrêt au stand. Bref, Lando Norris aura fait une très bonne course, en tout cas c'est à noter, et c'est pour cela que je le mets deuxième dans mes tops de ce week-end du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ensuite, le troisième de mes tops, c'est bien évidemment l'inconditionnel, l'incroyable, le chanceux, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Je ne sais pas quoi qualifier, hein, c'est un pilote qui est incroyable. Il reste devant au championnat pour un point grâce à son meilleur tour en course obtenu au tour 50, je crois, si je dis pas de bêtises, bref, dans les derniers tours. Euh, et donc Lewis Hamilton, eh bien, comment dire, comment faire pour battre un pilote qui, lorsqu'il n'a pas de chance, réussit quand même à réussir à scorer le plus gros nombre de points. Donc il finit deuxième. Donc quand il a une mauvaise course, il finit deuxième ou troisième, et quand il a une bonne course, il finit premier. Donc autant vous dire que c'est très difficile de battre Lewis Hamilton. Cette saison, ça sera d'autant plus difficile que, voilà, même si Verstappen et Red Bull sont là, je pense que Lewis Hamilton va tout donner. Et la chance semble être de son côté pour l'instant. Mais voilà, il faut être régulier au cours d'une saison. Et Lewis Hamilton l'a déjà prouvé par le passé qu'il est capable d'être très régulier. Et donc c'est pour cela que au cours de ce week-end d'ailleurs, il l'a montré qu'il était là. Et du coup c'est pour ça que je le mets dans les tops, pour ses dépassements qu'il a fait pendant le Grand Prix et pour sa pole position qu'il a fait en qualification. Donc voilà, il a fait un pilotage assez irréprochable malgré son erreur lors du tour 32 ou 31 du Grand Prix. Et donc voilà, c'est avec toute logique que je mets Hamilton dans mes tops. Ensuite, dans mes flops, eh bien, je vais mettre en premier, mon plus gros des flops, je vais mettre Mazepin. Alors, je sais que Mazepin a fini la course, c'est quelque chose d'assez incroyable à souligner pour un pilote qui fait pas mal d'erreurs. Je n'ai pas suivi Mazepin dans les
formule de promotion, mais j'ai vu que c'était un pilote qui faisait comme beaucoup de débutants, c'est-à-dire qu'il faisait pas mal d'erreurs. Et c'est tout à fait normal, hein, les pilotes, ils ont pas mal de pression sur leurs épaules. Mais là, Mazepin a fait beaucoup d'erreurs qui, comment dire, sont assez préjudiciables pour lui et pour son écurie. Alors là, je n'ai déjà noté des spins, donc il faisait des tours sur lui-même. Il s'est raté, il a perdu le contrôle de sa monoplace plusieurs fois. Alors, je pense en essai libre. En qualification, il a aussi fait des siennes, mais bon, il a réussi quand même à se qualifier en course pour la 19e place, je crois. Euh, mais voilà, après, en course, il aura fait encore un accident. Il aura causé l'accident de Latifi. Latifi qui était littéralement pour rien, le pauvre, il était devant lui, voilà, il faisait sa course. Donc voilà, Mazepin qui n'a même pas été pénalisé, ça c'est un point c'est une question que je me pose. Est-ce que les commissaires de piste du coup ont effectivement jugé que c'était juste un fait de course? Mais voilà, donc Mazepin qui a fait un mauvais week-end. Et il finit d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, 19e. Non, 17e, pardon. Il finit 17e. Bon, avec trois abandons, Latifi, Russell et Bottas. Mais il finit derrière son coéquipier Mick Schumacher. Et les deux As n'auront même pas réussi à battre Sébastien Vettel qui n'a pas fini de la course, qui a abandonné à l'avant-dernier tour. Et donc voilà, Mazepin, je le mets tout logiquement au top de mes flops. Euh, voilà, moi je suis pas fan de Mazepin ni de ce qu'il a fait, mais voilà, je pense que Mazepin il a encore beaucoup de choses à faire et à progresser. Et s'il continue sur cette voie, je ne sais pas s'il va rester longtemps chez Haas, puisque Gunther Steiner, je pense que voilà, il va se poser des questions et on a le droit de se les poser parce que voilà, commencer avec deux rookies, c'est effectivement pas vraiment une solution pour une écurie qui a des monoplaces qui sont assez difficiles à conduire, il faut le dire. Et donc voilà, si ce sera tout pour Mazepin dans mes flops. Ensuite, on va passer au deuxième flop pour moi de ce week-end, c'est Tsunoda, Yuki Tsunoda. Alors pourquoi Yuki Tsunoda en deuxième dans mes flops? Eh bien, tout simplement, bah, en premier pour son erreur en Q1, qui aura valu quand même euh, une nuit très difficile pour ces mécaniciens qui ont dû s'affairer sur sa monoplace pour essayer de la réparer puisque l'arrière de sa monoplace était totalement détruit. Et du coup, eh bien, voilà, il partait dernier, donc c'était pas joué. Pour en plus de son accident en Q1, faire de multiples sorties de piste. Quand je dis multiples sorties de piste, c'est surtout enfin, profiter des sorties de piste pour profiter et gagner un avantage de temps. Et de prendre du coup une série d'avertissements de la part des commissaires de piste qui aboutira sur une pénalité de 5 secondes au pilote japonais qui finira 12e derrière Sergio Perez avec son AlphaTauri, ce qui gagnera du coup une position suite à la pénalité de Kimi Raikkonen. Et donc voilà pour sa série d'erreurs, sa série de sorties de piste incessantes qui lui ont valu un drapeau noir et blanc et une pénalité. Et puis pour son erreur en Q1, eh ben, j'ai mis Tsunoda deuxième de mes flops pour ce week-end de course. Et donc en troisième dans mes flops, eh bien j'ai eu du mal quand même à choisir parce que dans l'ensemble les pilotes ont été plutôt corrects, ils se sont bien débrouillés, à part les problèmes de course, enfin les problèmes d'accidents liés à des incidents de course. J'ai absolument détaillé les erreurs qu'avaient fait Tsunoda et Mazepin, qui étaient au cœur de ces incidents bref, surtout Mazepin avec son accident avec Latifi. Et donc voilà, c'était très difficile pour moi de choisir un troisième pilote pour les flops, un troisième pilote ou une écurie, parce que dans mes tops et flops, c'est pas forcément le pilote qui peut être mis dans mes tops ou flops. Je peux mettre aussi une écurie, par exemple. Mais j'ai choisi voilà Valtteri Bottas. Alors pourquoi j'ai choisi Valtteri Bottas? Je vais m'expliquer. J'ai choisi Valtteri Bottas dans mes flops parce que bah après les qualifications, après la séance de qualification quand même, il finit huitième. On a en droit de se dire voilà, il conduit quand même une des meilleures monoplaces de ces 10 dernières années. C'est la Mercedes. Elle est très forte. Et quand on voit que Sergio Perez et Max Verstappen font 2 et 3 et qu'ils sont très proches, ils sont un souffle de Lewis Hamilton, on a le droit de se dire que va faire Valtteri Bottas. Et puis finalement, il finit à 4 dixièmes de son coéquipier, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais
c'est quand même un sacré écart par rapport au pilote qui était devant lui. Et il finit à une lointaine huitième place en qualification. Donc déjà c'est une déception pour le pilote finlandais, la qualification. Et puis en course, alors en course, le pilote finlandais il fera une course assez discrète avant l'accident avec George Russell. Il finira même par tomber en dixième position quand même, le pilote finlandais. Donc je ne sais pas s'il avait un problème sur sa monoplace, mais en tout cas, à voir les performances de Lewis Hamilton, ce n'était pas la monoplace, mais le pilote qui semblait être en difficulté au milieu du peloton avant cet incident avec excusez-moi, avec avec George Russell, pardon. Et donc voilà, on a du coup assisté à une mauvaise course de Valtteri Bottas avant son accident. Et puisqu'après, bon, l'accident, je pense pas que Bottas soit fautif à 100%, bien évidemment. C'est mon avis, hein. Après, chacun peut se faire son avis en fonction de ce qu'il veut. N'hésitez pas à commenter si vous êtes sur YouTube d'ailleurs, hein, dans les commentaires, ce que vous en pensez de cet incident entre Bottas et George Russell. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de mettre Bottas troisième de mes flops. Et du coup, pour conclure ce top et flop, je vais faire une mention honorable, celle de Sergio Pérez. Alors certes, je ne l'ai pas mis dans mes flops, mais j'aurais pu, je l'ai considéré, Sergio Pérez, pour ce qu'il a fait en course, les erreurs qu'il a fait en course, tout simplement. Il s'est raté en course, Sergio Pérez, on a senti qu'il était sous pression. Mais bon, il est encore en train d'apprendre à maîtriser la monoplace. Et, euh, et du coup, eh bien, c'est tout à fait normal que il ait eu des petits soucis. Bon, je pense qu'au cours de la saison, Sergio Pérez va remonter parce qu'il l'a montré en qualification qu'il était là. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis Sergio Pérez dans mes flops. Mais voilà, c'est quelque chose à souligner. Et voilà, donc si je conclus ces tops et flops. Voilà, c'était mon avis personnel sur ces tops et flops du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Je tiens quand même à souligner avant de passer à la dernière partie de mon podcast que, comme je l'ai dit précédemment, dans les tops et flops, je pourrais mettre des écuries ou des pilotes ou même les commissaires s'il y a quelque chose qui se passe mal. Et voilà, et donc à la fin de la saison, je ferai un top. Je regrouperai bien évidemment le nombre de tops et de flops que j'ai eu au cours de la saison. Et je dirais quel a été le plus gros top et quel a été le plus gros flop de la saison dans un podcast à venir. Et donc on va passer sur ce qu'il faut retenir du Grand Prix. Alors ce qu'il faut retenir de ce Grand Prix, c'est tout d'abord la confirmation pour le moment d'une rivalité entre Hamilton et Verstappen. Je dis bien confirmation pour le moment, puisque nous sommes qu'au deuxième Grand Prix. Il faut attendre une série de Grands Prix avant de confirmer la rivalité, mais pour l'instant en tout cas elle semble lancée. Hamilton premier pour un point devant Max Verstappen. Donc pour l'instant on a une rivalité qui s'annonce intéressante entre le pilote Red Bull et le pilote Mercedes. On a Red Bull et Mercedes qui sont donc au coude à coude malgré la huitième place de Max Verstappen, la huitième place de Valtteri Bottas en qualification et son accident en course. On a vu qu'Hamilton, voilà, il avait quand même une voiture qui était une monoplace qui était extrêmement rapide et on a vu que Max Verstappen aussi. Et du coup on a du spectacle qui s'annonce entre Red Bull et Mercedes. Si leurs coéquipiers, les coéquipiers de Hamilton et de Verstappen se reprennent, on aura du coup une bataille très serrée entre Red Bull et Mercedes. C'est vrai qu'au championnat, pour l'instant, Mercedes semble loin devant, mais voilà, pour l'instant, on a un duel Red Bull et Mercedes qui peut s'annoncer pour cette saison qui s'annonce d'ailleurs très longue il y a 23 courses au calendrier de Formule 1. L'autre point à retenir, c'est bien évidemment Alpine qui déçoit puisqu'ils avaient fini P10 et P11, Ocon P10 et Alonso P11, et suite eh bien, à la pénalité sur Kimi Raikkonen, eh bien, ils finissent à une 9ème et une discrète P10 pour les Alpines. Alors moi j'ai dit qu'ils déçoivent parce que Alpine, on était en droit de s'attendre à ce que Alpine fasse des top 6, des top 7, et finalement, bon, ils n'y arrivent pas. Il manque quand même Sergio Pérez en avant. Il manque Sergio Pérez, il manque Valtteri Bottas, qui a eu un accident malheureux. Et donc voilà, Alpine qui est au niveau des Williams, c'est assez étrange puisque George Russell, il était au même niveau qu'étaient les Alpines aussi, dans les environs de la 10e place. Donc voilà, on a mis le peloton qui s'est resserré. Ça aussi, c'est à souligner. Donc voilà, Alpine déçoit, mais
Mais voilà, c'est pas préoccupant parce que bah ils ont fait des points aujourd'hui et puis surtout voilà, Alpine je pense se concentre énormément sur la saison 2022 donc voilà, je pense qu'il y a du positif quand même à retenir de d'Alpine pour ce week-end, même si pour moi ils déçoivent parce que voilà, on était en droit de penser qu'Alpine ferait de meilleurs résultats et qu'elle pourrait être, je sais pas, au même niveau que AlphaTauri AlphaTauri par exemple de Pierre Gasly qui finit septième, ou bien au niveau de McLaren, mais bon, McLaren a fait un bond en avant grâce eh bien, aux motoristes. Du coup, je passe au prochain point à retenir, c'est bien évidemment McLaren. Comme je l'ai précisé, il semble bien se porter avec le moteur Mercedes. Une solide P3 pour Lando Norris et une P6 pour Ricciardo. Ricciardo qui a été battu à plat de couture par Lando Norris, bon, ça c'est une surprise. Mais voilà, les deux McLaren sont dans des gros points et on sent que McLaren est en train de lutter pour la troisième place du championnat du monde. Et attention, attention pour McLaren, puisque Ferrari est là aussi. Du coup, on aura une bataille intéressante, en tout cas pour le début de saison, entre McLaren et Ferrari pour la troisième place du plateau, puisque voilà, Mercedes semble acquis qu'ils seront dans les premiers. Red Bull semble avoir la performance pour être deuxième du championnat ou premier, donc les deux, entre Mercedes et Red Bull, il pourrait y avoir un duel pour la place des constructeurs. Puis McLaren et Ferrari semblent être les troisièmes forces de ce plateau. En tout cas, à l'heure où je vous parle, au moment où je fais ce podcast, au moment où c'est fini la course. Donc voilà, Ferrari qui semble revenir au niveau de McLaren et qui semble confirmer avec sa P4 et sa P5 que eh bien, il faudra compter sur eux cette saison pour être à l'affût des places de podium. Je pense qu'il y a fort à parier pour que Ferrari fasse quelques podiums cette saison. En tout cas, au moins un podium cette saison. Et pourquoi pas McLaren qui pourrait reproduire son fait d'aujourd'hui. Bon, ça dépendra aussi des facteurs de ce qui pourrait arriver à Bottas et Sergio Perez. Et aussi, ce qui est à retenir, c'est bien évidemment les Alfa Romeo. L'Alfa Romeo de Raikkonen qui avait étonné tout le monde, finit P9 pour Raikkonen. Malheureusement, il a été gâché par une pénalité. Je trouve triste quand même de donner des pénalités après le Grand Prix, parce que voilà, imaginons que c'était un pilote qui était devant, au bout de 2-3 heures après le Grand Prix, on se retrouve avec une pénalité pour un pilote. C'est des points importants quand même, hein. Les points de la 9 place, c'est 2 points. Donc voilà, c'est une tristesse pour Raikkonen, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et il n'a pas respecté le règlement, et c'est normal d'appliquer le règlement à la lettre. Mais je pense que les commissaires auraient dû être un peu plus vivaces, un peu plus euh, répondants. Ils auraient dû faire ça au moment de la course, au moment où la course s'était terminée. Et donc voilà, c'est pour finir juste de ce qu'il faut retenir du Grand Prix, c'est qu'on a eu aussi une course solide de Max Verstappen qui a confirmé qu'il est là pour se battre pour le titre et qu'il n'est pas là pour juste faire les figurants. Et pour un jeune pilote qui n'est pas champion du monde et qui a quand même pas mal d'expérience, quand même, ça fait quelques années qu'il est en Formule 1, eh bien, il a montré quand même une très très belle course, et surtout, il a montré qu'il avait un talent incroyable, comme son dépassement sur Lewis Hamilton le montre lors du début de ce Grand Prix, du départ de ce Grand Prix, de cette course d'Émilie-Romagne à Imola. Et donc, on va passer du coup à cette conclusion, à mon avis, tout simplement sur ce Grand Prix. Eh bien, sachez que pour moi, ce Grand Prix, qui, avec l'aide de la pluie en début du Grand Prix, a été aidé par la pluie, du coup. Je sais pas si ma phrase est très française, mais je pense que vous comprendrez. Du coup, la pluie s'est invitée au Grand Prix d'Émilie-Romagne, et ça a été pour moi un Grand Prix assez spectaculaire. Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup mieux l'année dernière à certains Grands Prix, mais voilà, on a eu un départ sous la pluie, donc déjà sous la pluie, on voit pas mal de pilotes sortir de l'ombre. On voit d'autres pilotes qui font des erreurs, notamment Yuki Tsunoda, pour ne citer que lui, qui s'était trompé qui a fait un spin carrément lors du départ du deuxième départ de cette course. Mais voilà, c'est un Grand Prix qui a été animé. Il y a eu des dépassements de Lewis Hamilton par exemple. Il y a eu du suspense. Donc voilà, on pensait avant la mi-course que ce serait difficile pour Verstappen de maintenir. Est-ce que Hamilton allait gagner la course? Il semblait y avoir un jeu entre Hamilton et Verstappen. Il y avait match pour la victoire. Hamilton n'avait pas laissé n'avait pas lâché le morceau.
Et après, même après son erreur, Hamilton est revenu sur ses adversaires. Donc on savait pas à quelle position pouvait finir Lewis Hamilton, est-ce qu'il allait être bloqué par le trafic ou pas. Et finalement, il a réussi à s'en sortir. On a eu des incidents aussi qui ont changé un peu la course. Donc comme je l'ai dit, hein, l'accident entre Valtteri Bottas et George Russell qui a permis à Lewis Hamilton de se refaire un petit peu sur son retard, puisqu'il avait pris pas mal de retard suite à son erreur. Et voilà, et donc ça lui a permis de se rattraper et de revenir sur ses adversaires et de finir P2. Et donc voilà, ce sera tout pour mon avis sur cette course. Donc voilà, une superbe course avec son lot de rebondissements sur un circuit que personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était ma conclusion pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Moi, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le faire. Et c'est avec grande joie d'ailleurs que je vous fais ce podcast. Et voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé pour ces 45 minutes, ces 45 premières minutes de mon premier podcast sur la F1, donc F1 RC Podcast. Et me reste du coup à vous remercier de m'avoir écouté sur Spotify, bien évidemment sur Anchor et sur YouTube. Et donc, je vous donne rendez-vous le lundi 3 mai pour le prochain F1 RC Podcast, qui sera donc le numéro 2 sur le week-end du Grand Prix du Portugal. Eh bien, il me reste donc du coup à vous dire à la prochaine sur Formula Wrestling et dans F1 RC Podcast. C'était Tom ou Tom23DS pour les personnes qui regardent sur YouTube. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain F1 RC Podcast. Bien, bonjour à vous et à la prochaine sur Formula Wrestling. Ici Tom23DS, à vous les studios.